Bonjour, je m'appelle Barthélemy, je suis historien. Du moins, c'est ce que je suis dans le récit qui vous a conduit jusqu'ici. Je suis un personnage, un avatar, pour utiliser un mot moderne que mon auteur affectionne. Et c'est précisément lui qui m'a demandé de vous parler aujourd'hui. Ces petites vidéos que vous allez découvrir, je les appelle des scolia, du grec scholion, la note marginale, le commentaire qu'un lecteur inscrit en marge d'un texte qu'il étudie. Ce ne sont pas des épisodes de l'Odyssée à proprement parler. Ce sont mes notes, mes réflexions à voix haute. La façon dont moi, Barthélemy, je reprends en marge ce que l'auteur m'a confié à explorer, et ce que j'essaie de vous transmettre à mon tour. Alors, commençons par le commencement, par la question la plus simple, et pourtant la plus vertigineuse. Pourquoi cette œuvre ? Et d'où vient-elle ? Occident, Odyssée de l'esprit, est une œuvre de jeunesse. Elle a été écrite il y a plusieurs décennies et elle est restée, longtemps, dans un tiroir. Pourquoi ressurgit-elle maintenant ? Moi, ici, qui vous parle, je ne suis pas certain de pouvoir vous donner une réponse définitive. Ce que je sais, c'est qu'elle est née d'une question naïve, d'une volonté simple, presque enfantine, de comprendre. Comprendre le monde dans lequel nous évoluons. Comprendre ce que nous sommes devenus. Et peut-être que la naïveté, dans ce cas, est une forme de courage. Parce que les questions naïves sont souvent les plus difficiles à véritablement affronter. Le mot Occident revient beaucoup ces dernières années. Il est utilisé comme un emblème, une revendication identitaire, ou au contraire comme un repoussoir. Il cristallise des débats violents. D'un côté, ceux qui en font l'étendard d'une civilisation à défendre. De l'autre, ceux qui y voient le symbole d'une oppression et d'une colonisation à dénoncer. Mais d'un point de vue historique, et c'est là mon terrain, quelque chose est indéniable. Depuis le XIXe siècle, l'Occident comme entité civilisationnelle est devenu le foyer autour duquel tourne la modernisation de l'ensemble des pays du globe. Pour le meilleur et pour le pire. Depuis la fin du XIXe siècle, l'Occident est aussi un thème de crise. Pas seulement politique ou économique, une crise qui touche quelque chose de plus profond. Le rapport que les êtres humains entretiennent avec le monde, avec eux-mêmes, avec le sens. Philippe Descola l'a bien montré à travers ses catégories anthropologiques. La crise écologique est un symptôme, mais l'occidentalisation du monde a aussi suscité, et suscite encore, des réactions de contestation et de résistance, parfois violentes. Pensez aux revendications de mouvements comme Boko Haram au Nigeria. Pensez aux fondements idéologiques des révolutions islamiques. L'Occident, même en son cœur géographique, s'interroge sur lui-même. Et ce sentiment de crise est ancien. Il s'est manifesté d'abord dans le grand débat du XIXe siècle, entre le libéralisme rationaliste et le romantisme mystique. Une opposition qui a nourri les bases du nationalisme allemand et s'est prolongée jusqu'à l'idéologie nazie. Il s'est manifesté aussi, et différemment, dans les mouvements contestataires des années 1960 et 1970, avec leurs revendications mystiques, leurs quêtes spirituelles, qui se sont ensuite normalisées dans le New Age, ou, à l'opposé, dans la résurgence de mouvements religieux réactionnaires. De toutes les façons, il s'agit d'une crise spirituelle, et ses contours ont été dessinés avec une précision saisissante par Nietzsche. Car la mort de Dieu, son aphorisme le plus connu, ne signifiait pas la disparition du sentiment religieux. Elle signifiait la disparition d'un principe de transcendance qui éclairait et structurait ce besoin. Martin Heidegger a formalisé cela en parlant de l'oubli de l'être. Nietzsche, lui, a utilisé le terme de nihilisme. Et depuis, tout au long du XXe siècle, et maintenant encore, avec encore plus d'urgence, ce nihilisme se manifeste. Non pas comme un concept de philosophe, mais comme une réalité que nous vivons. Le nihilisme comme négation du sens et de la valeur. C'est la crainte qui hante autant les mouvements réactionnaires conservateurs que les mouvements anticapitalistes. Et le profit, l'argent en eux-mêmes, n'ont pas de valeur, si ce n'est leur propre maintien. Le nihilisme est devenu l'horizon de notre civilisation. Et c'est, au fond,
la question de l'Occident. L'Odyssée commence par une scène précise, une scène de tribunal. Un homme est à la barre. On lui pose une question, une seule, qui semble simple. Pourquoi as-tu agi ainsi ? Cette question, le juge qui la pose la croit rationnelle. Il attend une réponse rationnelle. Des faits, des causes, des intentions clairement identifiables. C'est le langage du droit, le langage de la reconstitution scientifique. C'est notre langage habituel, celui que nous avons appris à l'école, celui dans lequel nous pensons depuis l'enfance. L'accusé s'appelle Ismaël, et sa réponse ne rentre pas dans ce cadre. Il invoque un texte apocryphe chrétien, les questions de Barthélemy. Oui, vous avez bien entendu, Barthélemy, mon homonyme, l'apôtre. Dans ce texte, les apôtres supplient le Christ. Montre-nous l'abîme. Et malgré l'avertissement, le Christ accède à leur demande. Les anges de l'Occident sont convoqués. La terre est enroulée comme un volume. La révélation s'accomplit. Et la lumière n'éclaire plus. Elle déchire. Ismaël, devant ses juges, répond ainsi. J'ai vu s'ouvrir l'abîme. J'ai vu les anges de l'Occident. J'ai vu la terre enroulée comme un parchemin. Voilà pourquoi j'ai agi. Sa réponse ne satisfait personne dans le tribunal. Et pour cause, elle n'est pas dans notre cadre de rationalité. Ce n'est pas qu'elle soit fausse, c'est qu'elle excède ce que notre langage habituel peut recevoir. Mais remarquez quelque chose d'essentiel. Ismaël ne dit pas « j'ai compris ». Il dit « j'ai vu ». Et cette vision devient justification. Elle devient mandat. Une parole qui l'a engagé à agir. Ce n'est plus une explication, c'est un témoignage. La provocation d'Ismaël, sa réponse qui échoue à convaincre le tribunal, ouvre ce que l'Odyssée appelle la première porte. C'est une porte que personne ne voit, ou plutôt que tout le monde frôle sans s'y arrêter. Elle n'est pas cachée par un mystère inaccessible, elle est cachée par l'indifférence, par la négligence, par l'évidence trompeuse de nos certitudes habituelles. Et pourtant, elle est là. La question du nihilisme, la question de ce que nous sommes devenus en Occident, de ce que nous avons perdu ou jeté en chemin, ne peut pas être résolue par le seul outil de la rationalité scientifique. Non pas que cet outil soit faux, non. Mais il a des limites. Et à un certain point, pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre comment nous sommes arrivés là, il faut accepter un autre regard. C'est ce que cette Odyssée propose, c'est ce que moi, Barthélemy, personnage, avatar, narrateur, je suis chargé de porter. En ouvrant cette première porte, je pose à nouveau la question aux anges de l'Occident, et je vous invite à la poser avec moi. La question du pourquoi qu'on adressait à Ismaël n'était pas seulement une question juridique, c'était une question d'orientation, une question d'urgence. Les anges de l'Occident pointent vers quelque chose, vers un abîme, oui, mais peut-être aussi vers une lumière que nous avons oubliée. C'est précisément ce voyage-là que l'Odyssée entreprend, un voyage à rebours dans le temps de l'esprit occidental, un voyage qui commence là où tout a commencé. Je suis Barthélemy, je ne suis pas réel, mais les questions que nous allons traverser ensemble, elles, le sont. À très bientôt.